Chers amis, si vous êtes là depuis le début, vous sentez vos corps, notamment la dureté du sol sous vos fessiers. C'est une bonne chose, je pense que la veille, l'immense veille qui a précédé les veilleurs, cette veille de nos grands-mères peut-être davantage, je pense aux babouchkas qui ont aussi veillé dans la Russie de notre ami Solzhenitsyn. Cette veille, elle s'est faite à quel endroit du corps? S'est-elle faite dans les cerveaux, comme si c'était des disques durs posés sur un modeste meuble? Moi je pense, et vous le sentez bien, qu'elle s'est faite au plus profond, dans les tripes, dans les entrailles. Je pense que c'est là que siège, non pas dans le cerveau conçu comme un ordinateur, mais dans le tréfonds de nos corps que siège ce sanctuaire inviolable de la conscience, ce fort intérieur qu'il nous faut sans cesse conquérir contre le bruit. Filippo Zodi Borgo, qui est un ami, vous savez, qui est à l'origine du film Intouchable, par son aventure personnelle, une quinzaine d'années après être devenu tétraplégique, s'est retrouvé en 2014 hospitalisé, pour l'essentiel alité, en regardant le plafond. Et dans le livre qu'il a écrit cette année-là, Toi et moi j'y crois, il précise: je n'avais pas assez fait silence dans ma vie pour y trouver une pertinence. 15 ans après cette tétraplégie qui le fait beaucoup souffrir, voilà qu'il nous offre une leçon de profondeur intérieure. Et cette vie intérieure au fond de nos corps qui est sans doute l'élément fondateur de tout esprit de résistance et d'ailleurs aussi de tout appel spirituel. J'aime beaucoup l'allégorie du mycélium, vous savez, cette structure vivante du champignon qui prospère dans l'humus de la société. Non pas de manière éclatante au-dessus, de temps en temps, effectivement, il y a une manifestation quand le temps est favorable, une manif peut-être, avec des champignons visibles, puissants, éphémères, et qui se ressèment avec leurs spores sexuées pour descendre ensuite et réensemencer ce sol où le mycélium continuera de foisonner. Nous formons ici, et Axel nous a rapprochés pour le faire, un corps où chacune de nos présences est absolument unique et irremplaçable, qui prend la place qu'il prend, et qui est, par sa singularité, un corps spécifique, unique sur le plan à la fois de son histoire, de son héritage, de ses gènes, de son devenir. Nous ne sommes pas interchangeables, bien sûr. Le plus vieil organisme vivant jamais trouvé sur Terre l'a été trouvé dans l'Oregon il y a une dizaine d'années. Il s'agit d'un mycélium de 2400 ans qui, si on l'arrachait du substrat, pèserait 600 tonnes et mesure 5,5 km de diamètre. Et c'est aux périphéries qu'il grandit à près de 20 cm par an. Parce que quand le centre est sclérosé, quand le centre est fossilisé, quand la vie politique est vaine par les blocages et par les guerres de nombril auxquelles nous pouvons assister, eh bien la vraie vie politique, elle s'établit avec nos corps. Elle s'établit à la périphérie de la société par notre enracinement dans l'humus. Je crois vraiment que cette allégorie représente bien la façon dont nous pouvons espérer. Non pas espérer dans un leader providentiel. C'est un tropisme typiquement français et d'une certaine famille de pensée d'ailleurs, d'attendre passivement celui qui va nous sauver. Et c'est parfois même l'occasion de rester passif. Combien d'énergie allons-nous passer à discerner à un endroit ou à un autre pour savoir lequel de ces figures qui émergent va nous sauver, comme si notre salut appartenait à un homme capable de nous diriger. Et je dis cela sans jeter la pierre à tous ces magnifiques responsables politiques qui s'engagent courageusement, et on en connaît certains, pour, à l'image de Václav Havel, établir ce qu'il appelait la vie dans la vérité. Un autre dissident tchécoslovaque, un de ses amis, Václav Benda, parlait lui de police parallèle, de cité parallèle. Et il disait
à l'époque du communisme tchécoslovaque, qu'il ne s'agissait pas de le renverser par la violence, de rêver à je ne sais quoi, même si ce communisme-là était extrêmement violent. Il s'agissait d'établir une cité parallèle. Cette cité parallèle, nous l'établissions, il proposait de l'établir, c'était dans une note police parallèle de 1987, en occupant toutes les sphères de pouvoir que l'idéologie dominante laisse vacantes, soit parce qu'elle ne les occupe pas, soit parce qu'elle n'arrive pas à les occuper. Après les attentats de 2015, vous avez peut-être vu surgir sous les feux médiatiques l'école pilote de Montfermeil, Alexandre Dumas, qui est une école fondée par la Fondation Espérance Banlieue pour essayer de trouver une aide appropriée pour des personnes qui sont généralement abandonnées par le système scolaire, qui n'ont pas de place dans le système scolaire. Et voilà qu'on met les projecteurs sur une école où il y a quelque chose de ridicule. Pratiquement régulièrement dans cette école, on lève le drapeau. Ridicule. En novembre, quelques mois plus tard, voilà que les autorités suprêmes de notre pays demandent de ressortir le drapeau qui flotte derrière. Le drapeau de la patrie, de la mère patrie. Alors j'en reviens au corps. Nous avons tous surgi grâce à 3 murs porteurs de notre anthropologie. 3 murs porteurs démolis par les démolisseurs qui s'acharnent sur eux dans le désordre parce qu'ils n'ont pas besoin de se coordonner pour détruire l'édifice et que nous devons entretenir et construire. La maternité corporelle, le fait de séjourner longtemps dans le corps d'une autre, gestation corporelle dans lesquelles s'inaugure notre temps de vie aquatique qui est absolument étonnant et foisonnant et riche au-delà de ce qu'on peut imaginer. Les scientifiques n'en finissent pas de découvrir l'impact de ce temps crucial pour nous, de ces interactions avec notre mère, de notre vie psychique intérieure malgré et au-delà même de celle de notre mère. Nous aboutissons dans un deuxième mur porteur, cet écosystème de base que constitue la famille dans laquelle naît la fraternité, que nous pouvons vivre ensuite simplement si nous pouvons la connaître au sein d'une famille, ou en tout cas si la fraternité existe, c'est bien qu'elle existe dans la famille. Et cette famille, c'est la première structure politique. C'est le lieu d'émergence de tout pouvoir, de toute autorité légitime, même si parfois des parents en abusent. Et la famille donne... le village, et la famille est une famille de familles, la nation deviendra une famille de familles de familles. Et donc, c'est vraiment dans cet écosystème familial que naît toute la société. Elle n'est pas spécialement à protéger parce que fragile, elle est à protéger parce que sans famille, il n'y a pas de société. Et puis ce troisième mur porteur de notre anthropologie, c'est le sexe, le sexus, l'altérité sexuelle. Le fait que nous soyons tous issus généalogiquement et jusque dans la nuit des temps, issus de l'altérité sexuelle, de la différence, de la complémentarité sexuelle entre ceux qui nous ont engendrés, même quand nous ne les avons pas connus, même quand il y a eu des séparations, des abandons. Cette altérité est porteuse de toute notre anthropologie. Alors, effectivement, comme ça a été dit, il y a aujourd'hui un bras de fer, moi je le qualifierais d'eschatologique, entre ceux qui rêvent d'affranchir l'humanité de ces éléments qui manifestent son identité, un corps sexué, le temps compté, la mort inéluctable, les 3 limites qui sont à la fois des cadres dans lesquels nos vies s'épanouissent, comme on pourrait dire un artiste épanoui fait épanouir sur sa toile son tableau dans l'encadrement du format de sa toile et de sa technique. Et c'est effectivement des limites fort douloureuses. Certains pensent qu'il est le temps pour l'homme, grâce aux technologies, grâce aux biotechnologies, à ce qu'on appelle les NBIC, la robotisation miniaturisée, l'informatique et les big data, les données, les sciences cognitives pour C, NBI et la biotechnologie, ces 3 sciences en progrès exponentiel. Certains pensent que c'est le moment pour l'homme d'échapper à sa condition d'homo sapiens basique pour enfin devenir son propre créateur et nous affranchir du corps pour aboutir à ce qu'il croit être un point de singularité à partir duquel les machines, fusion de la chair et de la machine, ou des machines dans lesquelles nous aurions transféré, imagine-t-il, nos consciences, pourraient enfin dépasser les limites humaines. Alors la réponse que nous pouvons donner, c'est bien sûr que nous sommes singuliers chacun par ce fort intérieur, par cette liberté intérieure et par cette quête infinie de sens
et de transcendance qui caractérise l'être humain. Alors je terminerai en donnant quelques pistes peut-être pour établir ce que Václav Havel appelait la vie dans la vérité. D'abord, sans doute, une des premières pistes, c'est de ne pas cesser de chercher cette vérité, qui est un travail. Et pour ceux qui pensent que la vérité, c'est même quelqu'un, eh bien, nous devons avoir une immense humilité dans cette quête de vérité, tellement nous avons, comme le dit Maurice Zindel, cette étrange tendance anthropomorphique à donner à la vérité notre propre visage. C'est donc un travail, cette vérité. Ensuite, je proposerai que nous effectuions une descente en humanité, c'est-à-dire nous rapprocher du corps des autres, en étant extrêmement prudents, malgré les magnifiques bienfaits de la technique qui nous permettent de nous retrouver ici, en nous étant donné rendez-vous grâce à cette technique. Donc il ne s'agit pas de jeter le bébé de la technique avec l'eau du bain, mais ne pas imaginer que des relations écraniques, avec des écrans, peuvent remplacer les relations corporelles. Les relations corporelles qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus multiples, beaucoup plus fines que tout ce que la technologie peut nous proposer et qui, à la complexité et au mystère du corps habité, remplace, à cette complexité, propose à la place cette simplification technologique qui en réalité est abusive et très vite totalitaire, comme nombre de philosophes, y compris Václav Havel dans son travail politique, l'ont indiqué. Descente en humanité, cela suppose, peut-être vous avez entendu parler de la noosphère de Pierre Teilhard de Chardin qui disait que la géosphère avait été recouverte d'une fine pellicule de vie, cette biosphère dont nous faisons partie avec le reste de la nature. Eh bien, il prophétisait la noosphère, c'est-à-dire les interactions entre les êtres humains qui établiraient, disait-il, une fraternité universelle. Si cette noosphère existe, ce n'est pas d'abord Internet, ce n'est pas d'abord les ondes avec lesquelles nous communiquons. Si elle existe, c'est grâce au mycélium, c'est dans l'humus, c'est parce que nous nous rapprochons des plus fragiles et des plus faibles. Il y a 4 millions de personnes en France qui n'ont pas 3 conversations par an. Ce sont elles, c'est vers leur corps, c'est vers leurs oreilles, c'est vers leur cœur que nous sommes appelés si nous voulons établir cette vie dans la vérité. Et plus la société devient digitale, et nous en bénéficions tous positivement, et plus nous devons descendre dans la réalité des êtres humains, et notamment des plus fragiles, comme antidote à la virtualisation de nos vies. Pour que ces réseaux ne soient pas asociaux, mais vraiment sociaux, il faut qu'ils nous rapprochent, cœur et corps, et alors nous pourrons établir cette vie dans la vérité. Je crois que je vous ai dit à peu près ce que je voulais dans le temps qui m'était imparti. Merci.